Depuis des années, je parcours le Moyen-Orient comme reporter. Cette région me passionne, mais mon métier m'a surtout conduit à en connaître les crises, les guerres et les drames. À présent, ce voyage sur les traces de Marco Polo, le long de la route de la soie, me permet d'aller à la rencontre de ce qui fait le rayonnement de cette partie du monde. Sa culture millénaire, son brassage des peuples et des civilisations qui ont tant apporté à la nôtre. On l'oublie parfois, mais la Turquie commence en Europe. Vestige de l'ancien empire ottoman réduit à l'extrême sud-est de la péninsule des Balkans, c'est l'ancienne province de Thrace. Les Turcs et la religion musulmane sont ici chez eux, à Edirne, depuis le XIVe siècle, lorsque la route de la soie jetait ses derniers feux. Quoi de plus fascinant, mais aussi de plus ambigu que la frontière entre l'Orient et l'Occident? Où la situer? À Venise ou par exemple ici, à Edirne? L'ancienne Andrinople, fondée par l'empereur romain Hadrien, a été conquise par les Turcs dès 1361 pour devenir la nouvelle capitale de l'Empire ottoman et aussi la base de lancement de ses armées pour conquérir tout le sud de l'Europe. À une poignée de kilomètres de la Bulgarie et de la Grèce, Edirne est par excellence une ville des Balkans. L'ancienne métropole ottomane du temps de la route de la soie s'est un peu endormie à l'époque du rideau de fer, lors de la fermeture des frontières des pays communistes d'Europe de l'Est. Ça, c'est le fameux Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne, le père du sécularisme turc qui a donné le droit de vote aux femmes, qui a imposé l'alphabet latin pour écrire la langue turque. Aujourd'hui, on est un jour ordinaire, il n'y a pas de fête, il n'y a rien, et pourtant, on voit que des dizaines de gens sont venus poser des œillets au pied de sa statue. Par un jeu des symboles, le père de la Turquie moderne et laïque se dresse au pied de la grande mosquée d'Edirne. Bastion historique de l'islam sur le continent européen, la mosquée Selimiye a été commanditée par le grand sultan Selim II. Achevée en 1574, elle a été bâtie en 6 ans à peine. Autour de la mosquée proprement dite se trouve un coulier, un complexe formé d'une école, d'un hôpital, d'une bibliothèque et d'un bain turc. L'ensemble contribue à établir le canon de toute l'architecture religieuse ottomane, avec ses 4 minarets effilés, et surtout son immense coupole qui mesure 31 mètres de diamètre. C'est vraiment très impressionnant. On vient d'arriver en terre d'islam, c'est notre première mosquée sur la route de la soie, et pour un coup d'essai, c'est un coup de maître, puisque c'est le chef-d'œuvre de Mimar Sinan, un des plus grands architectes de l'histoire, et c'est la plus grande coupole de toute l'architecture ottomane. Génie de l'architecture, Sinan invente pour cette mosquée un système de 8 colonnes porteuses, qui soutiennent la grande coupole et accentuent le vertige de la perspective. La grande mosquée demeure comme un témoin de la grandeur de l'Empire ottoman, à l'époque où il dominait près d'un tiers de l'Europe. Aujourd'hui réduits à la petite poche autour d'Edirne, les Turcs de Thrace restent malgré tout farouchement attachés à leur héritage historique. Ainsi la lutte traditionnelle turque, dont le grand tournoi se tient chaque année dans le stade de Kirkpinar, à la sortie de la ville. Le terme turc Yagli Guresh signifie lutte à l'huile. Et comme on peut le voir, les lutteurs se badigeonnent réellement d'huile de cuisine. Cette huile est censée rendre le combat plus difficile et plus technique. Derrière. D'accord, c'est bon? Tout le monde en a?
Ok, c'est cool. Bonne chance les mecs. Le grand tournoi de Kirkpinar est le plus fameux de Turquie. Il a lieu sur l'emplacement précis du camp des janissaires, les troupes de choc de l'empereur ottoman. Les tambours et fifres tziganes reproduisent d'ailleurs la musique de marche des soldats d'élite montant à l'assaut. La légende raconte qu'au XIVe siècle, deux frères s'affrontèrent à la lutte dans le camp des janissaires. Ils ne parvinrent pas à se départager et moururent d'épuisement à force de lutter. Pour avoir une prise malgré l'huile, les lutteurs essayent d'attraper par tous les moyens la culotte en cuir de leur adversaire. On appelle ces lutteurs les pahlavan, un mot persan qui veut dire les héros. Allez voir, on comprend l'origine de l'expression « fort comme un turc ». Quel est le lien entre la lutte turque et la lutte qui se pratiquait ici même d'ailleurs, dès l'Antiquité, la lutte grecque avec ces hommes huilés qui combattaient sur une table en marbre? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'eux étaient nus et pourquoi vous vous êtes habillés? Oui, vous avez tout à fait raison. La lutte existe dans la mythologie grecque. Mais nous parlons là des temps mythologiques. Les religions naissent, la religion islamique apparaît, le monde évolue. Ce n'est plus comme auparavant. Selon nos croyances religieuses, la santé de l'homme est primordiale. C'est-à-dire que pratiquer la lutte sur du marbre est néfaste pour la santé. Selon nos croyances, selon les principes islamiques, le bas de l'homme doit être couvert. Donc nous portons un pantalon en cuir, le kispé. Tous les mouvements de la lutte à l'huile sont faits pour ne pas nuire à la santé de l'homme. C'est quoi le rôle de l'huile d'olive ou de tournesol dont vous aspergez? Il faut se mettre de l'huile car c'est l'élément principal de ce sport. Il faut rendre compliquée la prise lors des mouvements de l'adversaire. Dans les autres formes de lutte, on commence le combat en tenant les membres. Mais dans la lutte à l'huile, on lutte avec le kispé, la culotte de cuir, et non avec le corps. C'est-à-dire qu'il faut faire la prise à la culotte, se concentrer sur le kispé plutôt que sur l'adversaire. L'huile complique davantage les choses et ça existe depuis les origines. Des luttes sans huile existent aussi, mais notre lutte traditionnelle, elle est à l'huile. Quand vous luttez, est-ce que vous avez l'impression de faire un sport ou est-ce que vous avez l'impression surtout de maintenir une tradition très ancienne de votre peuple? Les deux à la fois. Nous faisons du sport, nous pratiquons la lutte, nous nous entraînons constamment. Tout comme les lutteurs de sumo au Japon, les lutteurs à l'huile sont très respectés en Turquie. Il est très difficile de pratiquer ce sport. Et comme c'est très difficile, tout le monde les respecte. Dans la vie de tous les jours, lorsqu'ils sont vus en ville, au marché, n'importe où, ils sont respectés. Tout le monde les apprécie. Ils ont une place particulière. Comment est-ce qu'on gagne un match de lutte? Alors, nous allons expliquer cela avec une de nos expressions. On dit que lorsque le ventre voit le soleil, on est considéré comme perdant. Allez-y, montrez-leur une prise. Là, c'est gagné. Finish. Finish. D'accord. En lisière d'Edirne, le complexe Beyazid II a été fondé au XVe siècle par le grand sultan connu en France sous le nom de Bajazet. C'est l'un des plus remarquables exemples de coulier, c'est-à-dire de fondation caritative bâtie autour d'une mosquée. L'ensemble est surtout réputé pour sa Darshifa, sa maison de santé. À la pointe de la médecine de son temps, l'hôpital et asile psychiatrique ont fonctionné gratuitement jusqu'à la guerre russo-turque de 1878. L'historien Hakan Akineci dirige la conservation du site. Pourquoi est-ce que dès son commencement, l'Empire ottoman choisit de conquérir Edirne et d'y établir sa capitale et d'y construire un tel complexe palatial avec une mosquée et surtout avec un hôpital? Edirne est un point de passage de la route de la soie et des routes menant vers l'ouest. Et comme les Ottomans ont pris conscience de cette importance,
Ils se sont installés à cet endroit menant aux Balkans et à l'Europe. La raison pour laquelle les constructions ont tout de suite débuté est l'état social. C'est l'importance accordée à l'humain. Cheikh Edebali dit « Fais vivre l'homme pour que l'État vive ». On construisit tout d'abord les imarets, des structures servant gratuitement des repas aux personnes démunies. Par exemple, dans la partie juste derrière, on servait le repas gratuitement à 150 personnes. Il y avait un hôpital juste à côté et il était également gratuit. Les patients y venaient de divers endroits de l'Anatolie et du monde au XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. On sait que la médecine arabo-musulmane, turque par extension, était très en avance sur la médecine occidentale à la fin du Moyen-Âge. Vous pouvez nous expliquer en quoi? Qu'est-ce qui était novateur ici? Nous savons qu'au 8e, 9e et 10e siècle, tous les courants scientifiques et artistiques, comme Farabi, Biruni, Avicenne, allaient de l'Orient vers l'Occident. Nous savons aussi que les routes commerciales, la route de la soie, la route des épices, ont un impact là-dessus. Lorsqu'on regarde ici, au XVe siècle, dans le complexe Bayezid II, les malades mentaux étaient soignés avec de la musique, de l'aromathérapie, avec le son de l'eau et des activités. Vous parlez des savoirs médicaux venus jusqu'ici depuis Boukhara. Vous parlez d'Avicenne, Ibn Sina, mais cette route on appelle aussi la route des épices. Alors est-ce qu'il y a des épices, des plantes, qui ont atteint les Balkans pour servir de remède dans l'hôpital? Nous savons que la rose est une plante qui nous est arrivée par la route des épices. Et beaucoup d'autres produits sont allés en Occident en suivant cette même route. L'un de ces produits est le sirop de rose, utilisé au complexe de Bayezid II. Edirne occupait une position centrale concernant la rose à l'époque ottomane. Les roses cultivées dans cette région étaient envoyées en Occident et en Anatolie, puis utilisées dans la réalisation de différents sirops, les sherbets. Au complexe de Bayezid II, on faisait boire le sirop de rose aux malades afin de les calmer. La rose était utilisée ici non seulement avec le sirop, mais aussi avec son parfum, pour soigner les malades mentaux et les autres malades. Peuple d'Asie qui conquit l'Europe jusqu'aux portes de Vienne, les Turcs ottomans méritent qu'on leur rende justice. Intermédiaires entre deux mondes, ils ont largement contribué au grand brassage des idées et des techniques le long de la route de la soie. Une ville, mythique entre toutes, synthétise cette rencontre de l'Europe et de l'Orient, la confluence de la chrétienté et de l'Oumma, la sphère musulmane. C'est bien sûr Istanbul. Celle qu'on appelait la deuxième Rome est aujourd'hui la principale ville de Turquie, une mégapole de plus de 14 millions d'habitants, où les vestiges de la route de la soie se comptent par dizaines. Ainsi, la fameuse basilique Sainte-Sophie, où pria le jeune Marco Polo avant de commencer son périple vers la Chine, avec son père et son oncle. C'est à présent une mosquée, qui donne sur l'ancienne esplanade de l'hippodrome de Byzance, et qui fait face à la grande mosquée bleue, bâtie au XVIIe siècle comme son pendant. À cheval sur l'Europe et l'Asie, le monde gréco-romain et le monde arabo-musulman, Istanbul reste une des villes les plus fascinantes qui soit. L'ancienne Byzance est devenue Constantinople en 324, quand l'empereur Constantin en fait la capitale de l'Empire romain en Orient. Elle est finalement conquise par les Turcs en 1453. Une fois franchies les énormes murailles, les soldats turcs sont très surpris de découvrir une ville un peu délabrée et abandonnée. Ils se demandent même où ils sont. Les rares habitants encore sur place leur répondent en grec « Eistinpoli ». Vous êtes dans la ville. Eistinpoli, Istanbul, c'est l'étymologie la plus probable. La fameuse châtaigne d'Anatolie dont les Turcs raffolent. Sur la Corne d'Or,
L'ancien estuaire où Byzance construisait ses bateaux, je suis frappé par la vue de ces dizaines d'hommes qui passent leur journée à pêcher à la ligne. Ils ne sont pas là pour s'amuser. Ce sont des réfugiés de la guerre en Syrie qui a poussé vers l'exil des millions de civils depuis 2011. Au cours des siècles, les itinéraires de la route de la soie ont constamment varié en fonction des guerres. Les Byzantins, par exemple, ont dû éviter l'Empire turc en passant au nord de la mer Noire pour rejoindre Boukhara. Et aujourd'hui, nous, en allant vers l'est, on doit éviter la guerre en Syrie. Du coup, on passe par le nord de la Turquie. L'histoire bégaye. De l'autre côté de la Corne d'Or, la tour fortifiée de Galata domine l'ancien quartier des chrétiens. Construit au Moyen-Âge, l'actuel donjon est aussi appelé Tour des Génois, car ce sont les marchands de la ville italienne de Gênes qui étaient implantés en force à Constantinople. Gênes était la grande rivale de Venise. Du coup, les Vénitiens n'étaient pas les bienvenus sur les rives du Bosphore. On pense que c'est pour cela que Niccolo et Matteo Polo, le père et l'oncle de Marco Polo, établis en ville, préférèrent filer plus loin vers l'est en 1261 pour aller tenter leur fortune jusqu'en Chine. La tour des Génois et les immenses remparts devaient contribuer à rendre Constantinople imprenable. Tout comme l'impressionnante citerne basilique bâtie au VIe siècle pour recueillir l'eau de pluie. Soutenue par 336 colonnes à chapiteaux corinthiens, la citerne souterraine mesure plus de 100 mètres de long. Peu de lieux évoquent aussi puissamment la magie disparue de l'ancienne Byzance. Au pied de la vieille ville grecque, le Bosphore coupe la ville en deux et sépare l'Europe de l'Asie. Reliant la mer Noire à la mer de Marmara puis à la Méditerranée, le détroit est l'une des voies maritimes les plus usitées au monde. Dominant la mer de Marmara, la grande ville industrieuse de Bursa compte près de 3 millions d'habitants. Au début du XIVe siècle, la ville a également servi de capitale à l'Empire ottoman en formation. Les Ottomans ont tout fait pour transformer Bursa en terminus occidental de la route de la soie. La ville avait le monopole des transactions avec les Européens pour ce qui concernait les soieries. Pour maximiser leurs profits, les Turcs tentèrent aussi pendant des siècles d'empêcher l'exportation de tissus bruts et de garder le secret du ver à soie. Les grands marchands, généralement venus de Perse, avaient l'obligation de rester dans cet impressionnant caravansérail à 2 étages, le Kozarkhan, ou bazar de la soie. Très vorace en main-d'œuvre, la sériculture turque a finalement périclité. Aujourd'hui, de nouveau, le gros des soieries vient de Chine ou des républiques d'Asie centrale. Bursa a tout de même conservé vivant un autre patrimoine qui a profondément marqué les mentalités turques. Le théâtre d'ombre, ou Karagöz. Dans sa modeste échoppe à touristes du bazar, Shinazi Çelikol fait vivre ses marionnettes impertinentes et pleines d'humour. Karagöz et son ami Hachivat auraient été des ouvriers maçons à Bursa au XVIe siècle. Exécutés par le sultan parce que ralentissant le chantier de construction d'une mosquée à force de raconter des histoires drôles. Oh mon Dieu! J'ai préparé la scène, allumé la lumière. Ma chance a tourné à Bursa. En me promenant dans le complexe de la mosquée Orhan, j'ai rencontré un homme étrange. Il s'appelle Karagöz, c'est un bohémien. Lorsque nous parlons, tout le monde regarde. On est en train de parler d'un théâtre d'ombre. Alors pourquoi les marionnettes sont-elles aussi colorées? Effectivement, dans le théâtre d'ombre égyptien, tout est noir. Il n'y a pas du tout de couleur. Mais par exemple, c'est coloré en Inde, en Indonésie, en Thaïlande, en Chine. Le Karagöz a été fait en couleur pour susciter l'intérêt du peuple.
Les marionnettes ont donc été réalisées en couleur. Aujourd'hui, nous utilisons de l'encre aquarelle. Historiquement, c'était de l'alizarine. Selon la tradition, on préparait de l'alizarine à partir de plantes, d'insectes. On obtenait ainsi des couleurs naturelles. Mais cela n'existe plus. Shinasi, comment expliquez-vous que Karagöz et Haçevat soient devenus si populaires en Turquie? Le peuple les a aimés car ils représentaient le peuple. Ils parlaient de ce que voulait le peuple. Ils évoquaient certains abus. Karagöz, Karagöz! Où est la danseuse? Ça fait longtemps qu'elle est partie. Oh mon Karagöz, qu'est-ce que c'est que ça? Que les religieuses te cassent la tête. Tu as démonté la scène, tu l'as mise en ruine. Je vais tout de suite prévenir l'hôte. Allez, bon vent. Si notre langue a fourché, veuillez nous en excuser. Est-ce que le Karagöz reste aussi irrévérencieux de nos jours? Karagöz, en réalité, n'est pas qu'un spectacle pour les enfants. Il s'adresse à tout le monde, de 3-4 ans jusqu'à 80-90 ans. Le marionnettiste de Karagöz se met devant la scène avant le début de la pièce, regarde qui est présent et improvise. Par exemple, il dit « Madame Chenel est ici, elle parle bien français » et il lui lancera quelques expressions en français. Ou bien il dit « Alfred est là » et il lui parlera. Le Karagöz est donc une pièce qui s'adapte. La politique est aussi présente. Le Karagöz se déroule en 4 parties. Le prologue, le dialogue, qui est la partie la plus longue, la pièce principale et ensuite l'épilogue. À la fin, il y a toujours un divertissement. Mais dans la seconde partie, le dialogue, le marionnettiste parle aussi de politique. Il évoque les faits d'actualité. Par exemple, il dit « Qu'y a-t-il, mon Karagöz ? Eh bien, la situation est très mauvaise en Syrie, en Irak. » Il parle aussi d'Erdogan. De nos jours, les hommes politiques semblent apprécier le Karagöz. Mais en fait, ils ne l'aiment pas. Parce que le Karagöz se moque d'eux. Et c'est pour cela que les hommes politiques ne l'apprécient guère. Au fond, ces marionnettes de Karagöz sont sérieuses et sympathiques à la fois. En tout cas, difficiles à saisir. Elles sont ambivalentes, comme peut l'être la Turquie moderne, une république laïque et islamiste à la fois, européenne et orientale. Situé à l'extrême nord-ouest de l'Anatolie, Bursa est le terminus de la route de la soie terrestre. C'est aussi le point de départ de l'expansion de la dynastie ottomane. Et pendant plusieurs siècles, les princes ottomans revenaient se faire enterrer ici, à la Mouradiye. Les 12 grandes tombes principales, ou tourbées, s'inspirent de l'architecture byzantine pour l'extérieur. Fidèles à leurs origines nomades, les Ottomans avaient donc conservé cette tradition de venir tous se faire enterrer en famille, dans un lieu unique. Même s'ils avaient traversé ou conquis la moitié d'un continent au cours de leur vie, leur repos serait au Bercail, à Bursa, dans le complexe du sultan Mourad II. Parmi les mausolées, on reconnaît les tombeaux des sultans et des grands personnages au fait qu'on ait disposé leurs turbans sur leur sarcophage. Autour, les stucs et fresques sont en style rococo oriental, lourdement restaurés au fil des siècles. C'est le fils du sultan Mourad, Mehmed II, dit le Conquérant, qui prit finalement Constantinople en 1453 et en fit la nouvelle capitale turque. Pour entrevoir la vie des Turcs d'antan, à l'époque des sultans et du dernier âge d'or de la route de la soie, on peut aussi prendre quelques chemins de traverse et grimper vers les montagnes qui surplombent la ville de Bursa. Sur les flancs du mont Uludağ, le village de Kumalikizik semble figé dans le temps. Pendant des siècles, ces sites d'Asie mineure étaient le passage obligé des érudits orientalistes, peintres, voyageurs ou poètes romantiques en recherche des contours un peu vaporeux d'un Orient rêvé. Depuis, le flot des touristes n'a cessé de grossir parmi les échoppes des souvenirs artisanaux. Mais la démarche reste la même.
explorer le dédale de l'architecture balkanique villageoise et s'imprégner un peu de l'atmosphère d'une époque, celle où l'Empire ottoman était l'une des principales puissances mondiales, un véritable trait d'union entre l'Europe et l'Orient de la route de la soie.